Bonjour et bienvenue, on m'appelle Charlotte et je vous propose aujourd'hui une interview exceptionnelle de Guy-Claude Burgère. Chercheur hors norme, diplômé en physique, en mathématiques et en psychologie, père de l'instinctothérapie, une alimentation 100% naturelle, crue et équilibrée par l'instinct, qu'il pratique strictement depuis près de 60 ans. En cela, il détient certainement le record mondial de pratique crudivore intégrale, ce qui lui a valu le surnom de pape du cru. Il est aussi le père de la métapsychanalyse, une théorie révolutionnaire de la relation amoureuse et d'une approche nouvelle du problème écologique, l'écogénétique humaine, human ecogénétique. Il va nous parler aujourd'hui d'une expérience unique en son genre, pour ne pas dire un peu folle, qu'il vient de réaliser et qui remet en cause très concrètement le fondement de la médecine moderne. Un accident lui a valu, le 22 août 2020, à l'âge de 86 ans, une jambe ouverte jusqu'à l'os, comme vous le voyez là. Il a décidé de laisser la blessure guérir sans aucun soin, ni point de suture, ni curetage, ni désinfectant, ni antibiotiques, ni même aucune mesure d'hygiène. Pas d'antidouleur non plus. Alors, demandons-lui d'abord pour quelle raison il s'est passé de tous ces soins. Bonjour. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis ni un pape ni un gourou, contrairement au titre de cette vidéo, mais un chercheur indépendant. Mon job, ce n'est pas d'inculquer une doctrine ou de développer un idéal quelconque, mais de rechercher, avec un esprit scientifique aussi conforme que possible à ma formation de physicien, les lois naturelles propres à la condition humaine en matière d'alimentation, d'écologie et de relations interindividuelles, donc d'amour et de sexualité. J'ai tout de suite vu dans cet accident l'occasion rêvée de mettre en évidence le fonctionnement naturel de l'organisme. Fonctionnement naturel dont la médecine semble avoir oublié l'existence. L'expérience peut paraître un peu folle, mais en fait elle ne l'est pas du tout. J'ai pu observer depuis maintenant 60 ans des résultats de l'alimentation 100% naturelle et que l'organisme fonctionne de façon très différente dans ces conditions. Dans de nombreux cas de blessures, de lésions, on peut constater une absence systématique d'inflammation, d'infection, d'œdème, de douleur et une capacité de cicatrisation hors du commun. Cette fois, la blessure était trop belle pour que je manque l'occasion de confirmer ces résultats dans un cas particulièrement significatif. Pour que tout soit bien clair, pouvez-vous définir ce que vous appelez une alimentation 100% naturelle, réglée par l'instinct ? Une alimentation 100% naturelle, c'est par définition une alimentation exempte de tout artifice. Alors, quels sont les artifices, les principaux artifices que l'on utilise dans l'alimentation traditionnelle ? La cuisson, l'assaisonnement, les mélanges, les actions mécaniques, toutes les transformations possibles, la culture de plantes qui n'existent pas dans la nature, le lait animal et ses dérivés, les produits chimiques de synthèse, les radiations, la pasteurisation, etc. J'y ajouterai encore la diététique qui est aussi une forme d'artifice, car tous les animaux s'alimentent en obéissant à leur instinct et non pas à partir de considérations intellectuelles. L'instinct alimentaire se remet d'ailleurs en fonction dès que l'on cesse de transformer les aliments naturels. Il permet de découvrir avec précision, à travers le sens de l'odorat et du goût, les aliments dont le corps a besoin. C'est pour cela qu'on peut appeler une alimentation 100% naturelle l'instinctothérapie. Lorsque vous avez commencé cette alimentation, il y a donc plus d'un demi-siècle, n'avez-vous pas craint de carences, de déséquilibre, de coliques, l'amaigrissement, les parasites et toutes sortes de maux que l'on attribue généralement aux crudités ? Au début, je n'étais même pas sûr de survivre 3 semaines. En supprimant tous les apports de la cuisine, l'être humain civilisé se nourrit depuis des milliers d'années d'aliments préparés, de céréales, de pain, de produits laitiers. Supprimer tout cela, c'était renoncer à toutes sortes de traditions, de connaissances et d'expériences léguées par nos ancêtres, de plus confortées par la science et la médecine moderne. Mais j'avais été atteint auparavant d'un sarcome lymphoblastique du pharynx, un cancer qui me laissait à peine une chance sur 5 de survivre 5 ans, donc le jeu en valait la chandelle. En jeune physicien que j'étais, je me suis dit que tout phénomène doit avoir une cause. Et la cause de ce cancer ne pouvait être que dans la nature,
par exemple une défaillance génétique, ou dans la culture et ses différents artifices. Le fameux dilemme nature-culture. Mais pourquoi soupçonner la cuisine plutôt que les autres artifices de la civilisation comme le stress, la sédentarité, la pollution? En fait, nous avons fait, avec ma femme et mes enfants, et toute une équipe d'amis qui nous ont rejoints, un retour intégral à la terre. Dans une toute vieille ferme sans aucun confort, sans électricité, sans téléphone, sans radio et sans journaux pour ne pas influencer notre façon de penser, sans chauffage, sans eau courante, loin de toute pollution chimique et sonore, et en évitant évidemment le stress, la sédentarité et aussi le manque de sommeil. En supprimant aussi le fourneau et la batterie de cuisine, et les farines, le pain, les produits laitiers, bref, en retournant aux aliments tels que les donne la nature ou le jardin. L'idée, c'était de réintroduire ces artifices un à un, ces différents artifices, et d'observer chaque fois les résultats sur le bien-être et la santé. Il s'est vite avéré que la transformation culinaire faisait beaucoup plus de dégâts que les autres artifices, plus que nous ne l'aurions imaginé. La médecine reconnaît aujourd'hui que l'alimentation joue un rôle important pour la santé. À l'époque, c'était encore complètement occulté. Mais même de nos jours, la médecine est loin d'être consciente de tous les rapports directs qu'il y a entre l'alimentation et toutes sortes de troubles, comme l'infection, l'inflammation, la douleur, la cicatrisation par exemple. C'est précisément pour mettre en évidence ces rapports et en témoigner que j'ai fait cette expérience. Pour commencer, par curiosité, comment l'accident s'est-il produit? Alors voilà le portail fatidique. C'est un portail qui sert à éviter que les canards s'en aillent. Et bon, il avait été ouvert plus largement avant. Et quand je suis revenu, il était exactement dans cette position-là. Je portais une perceuse, des outils pour réparer notre vieux J5. Et j'ai pensé, je vais pouvoir passer juste comme ça sans ouvrir le portail, parce que je n'avais pas les mains libres. Mais ce faisant, j'ai dû accrocher cette partie, ça m'a pincé le pied dedans, et je suis tombé en avant de tout mon long, avec la jambe gauche, qui s'est scratchée sur cette pointe de bois, qui à l'époque était extrêmement pointue, on l'a limée depuis, mais cela m'a ainsi déchiré toute cette région, alors que je prenais garde à ne pas me casser les dents ni les poignets par terre. Je venais de réparer ce pare-choc qu'on voit là, à coup de massette sur un bout de rail, parce qu'il était complètement tordu des deux côtés. Et là, comme vous le voyez, j'ai réussi à bien le redresser. Et c'était urgent parce que le J5 allait passer un contrôle technique. Et autre chose aussi, à l'autre bout ici, c'était cassé la poignée de la porte du passager, s'était cassée, et il n'y avait plus rien, il fallait la changer. C'est difficile d'en trouver, alors j'ai fabriqué, aussi à coups de marteau, avec un petit bout de tube, une poignée nouvelle que j'ai bien dû ajuster, et c'est celle-là que j'étais en train de venir poser. J'avais la perceuse pour percer des trous pour les vis, et je l'ai quand même posé juste après l'accident, parce que la chose tout à fait étonnante, c'est que je n'ai pratiquement senti qu'une petite piquée à la jambe au moment de l'accident, et ça ne m'a pas empêché de venir faire tout le travail pour percer et fixer cette poignée, et encore ensuite, même à l'établi, j'ai continué. Vous avez donc continué à travailler avec cette plaie béante à la jambe, malgré la douleur et le sang qui coulait? Sur le moment, j'ai senti une bonne piquée, mais pas vraiment de douleur. Puis après une minute, pratiquement plus rien, même en restant debout. J'avais dans la tête de poser ma poignée de portière et je l'ai fait jusqu'au bout. Ensuite, je suis retourné à mon établi, à une 50aine de mètres de là. J'ai continué à travailler à l'étau. Et ce sont des amis qui ont constaté qu'il y avait une mare de sang par terre, peut-être un demi-litre de sang que j'avais perdu. Mais tout a rapidement coagulé sans compresse ni garrot au bout d'un petit quart d'heure. Comme la jambe était toute ensanglantée, je suis allé au jardin, la laver au jet d'eau, et c'est là que j'ai constaté que le tibia était mis à nu. Et vous n'avez pas appelé le médecin? Vous n'êtes pas allé aux urgences? Avec le recul que j'ai sur le fonctionnement de l'organisme, je pensais qu'il serait au contraire très intéressant de montrer comment cicatrise une plaie, même aussi spectaculaire, dans le contexte alimentaire naturel.
Sur le moment, mes proches se sont un peu affolés, mais les résultats ont vite confirmé ce que j'avais déjà observé antérieurement, pas la moindre trace d'inflammation, d'infection, de douleur, malgré l'absence de désinfectants et d'antibiotiques. Et surtout, une cicatrisation très rapide en 9 jours. Il a quand même fallu rapprocher les 2 lèvres de la blessure. Comment avez-vous fait sans point de suture? J'ai eu l'idée, une fois la coagulation terminée, de simplement coller une série de sparadraps d'un côté de la plaie et de tirer sur ces petits sparadraps pour les coller sur l'autre côté de la plaie de manière à rapprocher les 2 lèvres. Cela en laissant 1 millimètre de jour entre les sparadraps pour permettre aux effluents de s'écouler dans la compresse placée par-dessus. Cette séquence n'a malheureusement pas été filmée sur le moment, mais vous voyez ici un changement de sparadrap qui pouvait ainsi être renouvelé tout en maintenant la cicatrice bien fermée. Ce système a aussi l'avantage de ne laisser aucune trace de point de suture. On aurait pourtant cru voir sur la cicatrice des traces de points de suture. Oui, certaines personnes l'ont cru en voyant les photos, mais ce ne sont que des traces de sang qui ont coloré la peau en rouge entre les sparadraps. Mais n'avez-vous pas craint que les zones situées sous les sparadraps ne s'infectent? En particulier le bas de la plaie où vous avez donc laissé, faute de curetage, tous ces lambeaux de chair simplement recouverts. Ne risquait-il pas de former un foyer de pourriture ou de dégénérer en gangrène? C'était au contraire un excellent test sur le fonctionnement du système immunitaire dans le contexte alimentaire naturel. Et les faits m'ont donné raison. Les matières mortes ont été éliminées sous forme de sérosité ou par voie interne. Il y en a eu beaucoup les premiers jours, comme on le voit sur les compresses successives, changées tous les 3 jours. Il faut tout de même une sacrée confiance en la nature et en son propre organisme pour tenter le diable comme vous l'avez fait. Pour moi, tenter le diable, ça aurait été plutôt tenter la médecine. Au cours de ces 60 ans d'alimentation naturelle, j'ai appris à avoir beaucoup plus confiance dans les lois naturelles que dans les artifices médicaux. La médecine peut être utile en cas d'urgence, quand la vie est en danger. Mais pour tout ce qui est guérison ou même prévention de maladies, elle est complètement à côté de la plaque. Elle s'est adaptée au référentiel culinaire, dans lequel les organismes ne fonctionnent plus comme le garantissait la nature. Dès lors, toutes sortes de mécanismes de maintien de l'intégrité se dérèglent et finalement la médecine les confond avec des maladies alors qu'ils sont simplement perturbés par des molécules anormales. Et certains de ces mécanismes sont bloqués, d'autres désorganisés. Bref, c'est le désordre général. D'après vous, certaines pathologies seraient des mécanismes utiles mais déréglés du fait de l'alimentation transformée. Auriez-vous un exemple, par exemple la fièvre? Effectivement, on sait maintenant que la fièvre est utile, mais pendant longtemps on l'a contrecarrée avec l'aspirine ou d'autres fébrifuges, ce qui empêchait les organismes de faire leur travail de régénération. De même avec les antibiotiques, la peur des bactéries a poussé les médecins à la prescription automatique d'antibiotiques. Et on s'aperçoit maintenant que les différents microbiomes de l'intestin, de la peau, de la bouche sont essentiels à la santé. Sans compter que ces bactéries s'adaptent à ces toxiques beaucoup plus vite que le corps humain. Il y a tout de même des bactéries dangereuses. Dangereuses dans le contexte alimentaire culinaire. Dans le cas de blessures ouvertes, on a peur du streptocoque pyogène, du fameux staphylocoque doré, de toutes sortes de bacilles à gram positif. Et lorsque la cicatrisation perturbe, on a peur des pseudomonas aeruginosa, des bacilles à gram négatif, du Clostridium perfringens qui provoque la gangrène gazeuse, sans oublier le classique Clostridium tetani. Mais tout cela est une affaire de terrain. Et vous n'avez pas peur du staphylocoque doré? S'il se développe entre l'os et la chair, c'est normalement catastrophique. Ce staphylocoque doit sa réputation au simple fait qu'il n'y a pas d'antibiotiques pour le combattre. J'ai pu constater maintes fois que toutes les infections, même avec le staphylocoque doré, se résorbent en quelques jours avec l'alimentation naturelle. Si c'était vrai, ne croyez-vous pas que l'on aurait déjà constaté avec d'autres régimes que l'instinctothérapie? Attention, l'instinctothérapie n'est pas un régime. Aucun aliment n'est prescrit ou interdit. Elle n'exclut que les aliments non naturels pour l'homme et les artifices culinaires. Dans ces conditions, on constate que chacun trouve par son propre instinct, c'est-à-dire par les sens de l'odorat et du goût, et différentes proprioceptions, les aliments naturels dont il a besoin pour un maximum de santé et un maximum de plaisir. Vous excluez tout de même le blé et le lait? Justement, parce que ce ne sont pas des aliments naturels pour l'homme. Le blé
surtout le blé moderne avec son taux de gluten, n'existe pas dans la nature. Et il n'y a que 10 000 ans qu'on traite des chèvres et des vaches, ce qui est beaucoup trop récent pour que la génétique humaine ait pu s'y adapter. Vous pensez donc que notre métabolisme n'est génétiquement pas adapté au blé et au lait, qui sont pourtant des aliments de base de notre civilisation? Dans la première conférence que j'ai donnée en 1972, intitulée « Le blé et le lait, deux tabous qui nous tuent », point d'interrogation, on m'a envoyé les gendarmes pour me faire retirer les affiches. Le soir de la conférence, un représentant de l'Ordre des médecins s'est assis au premier rang et s'est levé face au public pour crier au scandale et rassurer les auditeurs en affirmant que les molécules générées par la préparation culinaire ne sont pas toxiques. C'était une vue d'esprit d'un obsédé du naturalisme et que je n'avais jamais prouvé scientifiquement leur existence. Je lui ai répondu que c'était à la médecine de prouver leur non-toxicité. Du coup, il s'est rassis et n'a plus pipé mot. Et 30 ans plus tard, on décrivait l'acrylamide et les AGE. Qui sont, selon l'équipe américaine dirigée par Madame Vlassara et toute son équipe à l'université Rockefeller, toxiques, immunotoxiques, neurotoxiques, mutagènes, cancérigènes et même génotoxiques. C'est-à-dire que ces molécules culinaires altèrent jusqu'à l'hérédité de l'espèce. Une confirmation flagrante de vos hypothèses. Le plus important en ce qui concerne les maladies, c'est de savoir que ces molécules sont immunotoxiques. C'est-à-dire qu'elles altèrent le fonctionnement même du système immunitaire, qui joue un rôle fondamental dans toutes les pathologies. Cancer, maladies cardiovasculaires, Alzheimer, infections, maladies virales, coronavirus pour être dans l'actualité. Voilà, et même le vieillissement. C'est une vraie catastrophe ce que vous dites là. Il y aurait donc un rapport direct entre la cuisine et toutes ces maladies, puisque c'est prouvé scientifiquement. Pourquoi n'a-t-on pas tiré les conséquences ? Publier la chose reviendrait pour le monde médical à reconnaître sa responsabilité dans des milliards de drames humains. Souffrance, mort prématurée, c'est simplement impensable. D'autant plus qu'on se raccroche à la médecine comme à la déesse qui nous protégera contre les maladies. En fait, c'est un terrible cercle vicieux. La médecine a négligé la présence de molécules étrangères d'origine culinaire dans les corps. D'une part, ces molécules sèment la pagaille dans les mécanismes immunitaires. Du coup, la médecine se trompe forcément de cible lorsqu'elle recherche les causes des maladies, simplement parce qu'elle les recherche là où elles ne sont pas, CQFD. Il faut recommencer toute l'éthiopathogénie en tenant compte de la présence d'une pollution culinaire dans les organismes civilisés. La pollution culinaire, voilà une notion plutôt inattendue. Aujourd'hui, chacun sait ce qu'est la pollution chimique. Elle est due à des molécules de synthèse non dégradables parce qu'elles n'existaient pas dans la nature et que les organismes ne possèdent pas les enzymes nécessaires dans le milieu naturel pour les dégrader. Ces molécules s'accumulent progressivement dans l'environnement et finissent par provoquer toutes sortes de troubles. Même problème pour les molécules générées par la préparation culinaire. Les molécules qui sortent d'un four ou d'une casserole n'existent pas dans la nature, elles n'ont jamais existé dans la nature, de sorte que nos enzymes ne sont pas programmées génétiquement pour les dégrader. Et comme elles ne se dégradent pas, elles s'accumulent dans l'organisme et constituent une véritable pollution culinaire. Cette pollution s'aggrave avec les années, perturbe de plus en plus les mécanismes immunitaires, les globules blancs attaquent les cellules saines au lieu de limiter leur action aux cellules usées, les organes dégénèrent et ne sont plus capables de remplir leurs fonctions, l'organisme vieillit prématurément. Les matières étrangères constituent même des bouchons dans le système circulatoire, durcissent les parois artérielles, provoquent de l'hypertension, des infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux. Et les mécanismes de la coagulation eux-mêmes sont troublés. Le temps a tendance à former des caillots ou à des hémorragies. C'est le désordre général, comme dans toute pollution. C'est pour cette raison que votre hémorragie, pourtant aussi grave, s'est stoppée spontanément et relativement vite ? Il y a un rapport direct entre l'alimentation et le temps de saignement. J'ai vu par exemple le temps de saignement se normaliser complètement chez un jeune enfant atteint de leucémie myéloblastique aiguë en moins de 15 jours, je crois. Le médecin en était tout étonné. Et cela va de pair avec la réduction de la tendance aux ecchymoses. On ne voit plus de bleu lors des contusions. Même chez les hémophiles, il y a beaucoup moins d'hémorragie. Tout cela démontre que les mécanismes complexes de la coagulation sont perturbés par la pollution culinaire.
Mais ce qui nous intéresse davantage ici, c'est le problème de l'inflammation. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur la contradiction qu'il y a dans la médecine entre l'inflammation considérée comme pathologique et ce que nous disent les immunologistes, pour qui l'inflammation semble être un mécanisme fondamental utile à la santé. L'inflammation n'est autre que le processus par excellence à travers lequel le système immunitaire maintient l'intégrité de l'organisme. Hormones, cytokines, globules blancs coopèrent pour nettoyer les tissus, détruire les cellules usées, rajeunir les organes. Mais sous l'effet des molécules anormales, ces mécanismes s'emballent et les globules blancs attaquent les cellules saines, provoquant des lésions. Bref, le biologique tourne au pathologique. Or, l'expérience de l'alimentation naturelle instinctive permet de voir parfaitement clair dans cette affaire. L'absence de molécules étrangères fait que l'inflammation reste asymptomatique. On n'observe aucun signe de rougeur. Par contre, dès que l'on introduit des molécules étrangères dans le sang en consommant un aliment dénaturé, le système immunitaire se désorganise et apparaissent les symptômes classiques. Certaines de ces molécules jouent le rôle d'antigènes qui exacerbent le système immunitaire. Or, l'emballement des mécanismes immunitaires est le principe même de l'auto-immunité. Avec une réaction inflammatoire exagérée, l'organisme se détruit lui-même et cela se reconnaît à l'œil nu aux rougeurs qui accompagnent une blessure ou une lésion quelconque. Les mécanismes de l'auto-immunité s'expliquent très bien à partir de l'avalanche de molécules anormales qui envahissent le sang tous les jours. Vous auriez donc percé le mystère des maladies auto-immunes ? Cette dernière expérience en apporte en tout cas une excellente illustration. On constate sur tous les côtés de la cicatrice une absence totale de rougeur, pas d'hypersensibilité, pas d'œdème. Entre le 3e et le 8e jour, certaines douleurs quand je faisais de mauvais gestes qui empêchaient la cicatrisation m'obligeaient de maintenir la jambe immobile pour favoriser donc la cicatrisation. Mais au 9e jour, je pouvais marcher, faire des flexions, monter et descendre un escalier de jardin assez acrobatique sans la moindre gêne. C'est assez impressionnant. Et ça n'a pas rouvert la cicatrice ou provoqué d'autres douleurs ou complications par la suite ? Pas du tout, pas la moindre tache d'inflammation. Au 14e jour, j'avais enlevé les sparadraps et la bande et je pouvais faire porter tout mon poids sur la pointe du pied ou sur les faces du pied, ce qui sollicite tous les muscles de la jambe qui tirent sur la cheville, mais je pouvais courir même sans problème. Et là non plus, aucune douleur, aucune complication ? Le lendemain, je pouvais me tenir sur la pointe du pied sans aucune limitation dans le temps, et toujours sans sparadrap, ce qui montre que la cicatrisation était vraiment bien consolidée. Alors même que vous avez enfoui sous la peau tous les lambeaux de chair arrachés lors de la déchirure et aucun signe d'infection ? Cela montre tout simplement que le système immunitaire fonctionne normalement dans le contexte alimentaire naturel. Il n'y avait pas d'absence de bactéries, on le reconnaissait à une légère odeur, mais l'absence de pollution culinaire fait que les bactéries restent parfaitement contrôlées par le système immunitaire. Donc il faut aussi se demander ce qu'elles font là. Si le système immunitaire est capable de contrôler leur multiplication, il pourrait aussi les éliminer complètement. S'il les laisse se multiplier dans une certaine mesure donnée, c'est qu'il s'agit d'un processus biologique contrôlé, et un processus biologique contrôlé n'a de sens que s'il répond à un but. Si je vous suis bien, ce serait pour digérer les matières indésirables provenant des préparations culinaires. Cela me paraît la meilleure hypothèse. Tout comme dans une station d'épuration, où on fait proliférer certaines bactéries capables de digérer les matières indésirables. La nature a inventé ce processus d'épuration il y a bien longtemps. L'organisme entretient des bactéries dans ses différents microbiomes comme dans une station d'épuration, pour éliminer les matières anormales.
La chose s'explique immédiatement à partir de la pollution culinaire. Ces molécules n'existent pas dans la nature, donc nous ne disposons pas des enzymes nécessaires pour les dégrader nous-mêmes. Le bon sens biologique veut donc que l'organisme tente de s'en débarrasser et il peut le faire en utilisant les enzymes par personne interposée, les enzymes des bactéries qui peuvent ainsi jouer le rôle d'auxiliaire digesteur, comme dans les stations d'épuration. En effet, l'analogie est frappante. Pourquoi n'a-t-elle pas été évoquée? Je n'ai jamais vu ça nulle part. Je dirais plutôt que c'est l'ignorance d'une médecine totalement inconsciente de la nocivité de la pollution culinaire qui devrait frapper les esprits. Malgré toutes les avancées de la médecine moderne, les choses les plus simples comme l'effet de la cuisine sur la santé n'a pas été pris en compte. Et notamment au niveau de l'inflammation et de l'infection. Votre théorie me paraît bien jolie, mais il y a bien souvent des infections qui viennent compliquer les choses. Le bon sens élémentaire veut tout de même qu'on désinfecte une plaie afin qu'on empêche la pénétration d'une bactérie pathogène. Le bon sens médical, oui. Mais ce bon sens-là repose sur le concept d'agent pathogène. Or, ce concept d'agent pathogène est essentiellement une conséquence de la pollution culinaire. En plus de 50 ans d'observation, dans des conditions les plus extrêmes, je n'ai jamais vu se produire, dans le contexte instincto, une seule infection qui puisse être qualifiée de pathologique. Mieux que cela, toutes les personnes qui souffraient d'une infection et qui voulaient passer à l'instincto parce qu'elles résistaient à tous les traitements médicaux ont vu cette infection se résorber en quelques jours. Cela montre à quel point le référentiel médical est dans l'ignorance des effets de la pollution culinaire. Il faut reviser entièrement le paradigme pasteurien et toutes les croyances populaires qui en sont dérivées. Les bactéries sont nos amis et la cuisine est notre ennemi public numéro 1. Décidément, je croirais faire un rêve si je n'avais sous les yeux votre cicatrisation. Ce cas me paraît vraiment fou. Vous n'êtes pas la première à me prendre pour un fou. Les médias l'ont fait bien avant vous. Et à leur suite, la justice. Même un dangereux individu pour l'ordre public ou un pervers constitutionnel avec ce que j'ai découvert d'encore plus étonnant en matière de sexualité. L'amour et la sexualité, il y aurait un rapport entre le sexe et l'alimentation? Et vous auriez découvert là quelque chose de vraiment nouveau? Bien malgré moi d'ailleurs. En fait, j'ai plutôt redécouvert ce que les anciens savaient fort bien. Platon décrit la chose très bien dans 2 de ses dialogues, dans le banquet et dans le Phèdre. Le fait qu'il existe 2 formes d'éros, l'un, un éros vulgaire, servant à la reproduction, et l'autre, un éros uranien beaucoup plus subtil, permettant de développer les facultés extrasensorielles. Ah bon, les effets de l'alimentation naturelle iraient jusque-là? Personnellement, je ne vois pas le rapport entre les plaisirs du palais et les plaisirs de l'amour. J'ai été tout aussi surpris que vous. Mais j'ai bien dû constater que l'alimentation traditionnelle perturbe le système nerveux. Les travaux sur les âgés ont maintenant démontré effectivement que certains sont neurotoxiques. On constate dans le contexte culinaire que ces excitants empêchent certaines fonctions subtiles de l'amour physique d'atteindre leur but et de fonctionner normalement. Selon vous, tout le monde devrait normalement développer des facultés extrasensorielles? À en croire les faits, il semble bien que la cuisine nous ait fait perdre des fonctions essentielles, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la relation à l'autre, la relation au cosmos et la relation amoureuse elle-même. Ce n'est pas pour rien que amour rime plus avec souffrance qu'avec toujours. Et cela concernerait par hasard jusqu'au problème de couple? Effectivement, l'éros naturel semble faire pour nous apporter certaines énergies que la sexualité de couple dégrade. Surgissent alors toutes sortes d'insatisfactions profondes qui mettent en difficulté la relation conjugale. Cela se manifeste d'abord par un ennui sexuel, par des impatiences, de l'irritabilité, des pulsions adultères, pour finir dans la violence bien souvent, et les enfants déchirés, et les divorces et tout. Voilà un sujet qui m'intéresse. Mais il y a déjà pas mal à faire avec votre notion d'agent pathogène et non pathogène. Pour vous donc, tout ce qu'on peut appeler le paradigme pasteurien doit être repris à zéro. Je comprends que ça vous étonne. Mais des foules d'observations m'ont amené malgré moi à cette conception des choses. Et les découvertes scientifiques sont venues entre-temps systématiquement confirmer cette hypothèse. Il faudra sans doute repenser
tout ce qui concerne l'hygiène, la désinfection, les méchants microbes, les microbiomes. Au final, c'est toute l'infectiologie qu'il faudra reprendre à zéro. N'en déplaise au professeur Raoult. Par exemple, en ce qui concerne les désinfectants, il est maintenant démontré que les désinfectants sont toxiques pour les fibroblastes, c'est-à-dire pour les cellules chargées de constituer les tissus conjonctifs lors des cicatrisations. C'est en partie l'absence de désinfectants qui a permis de cicatriser aussi vite. Disons plutôt que les désinfections rituelles font que les cicatrisations courantes sont beaucoup plus lentes et laborieuses. On touche là à un principe général. L'ignorance de la cause culinaire des troubles fait que chaque intervention médicale ne lutte pas contre leur cause moléculaire, mais s'en prend aux mécanismes biologiques eux-mêmes qui paraissent défectueux alors qu'ils sont simplement perturbés par le désordre moléculaire. Ainsi, la médecine empêche systématiquement l'organisme d'accomplir ses processus naturels de régénération et de maintien de son intégrité. Dans le cas des désinfectants, pour éviter l'infection dont on ignore qu'elle est due à la présence de pollution culinaire, on utilise des désinfectants qui empêchent les bactéries utilisées dans la cicatrisation de fonctionner et on détruit en même temps les cellules cicatricielles. Et d'où tirez-vous le fait que les désinfectants seraient nocifs pour ces fibroblastes? 2 études sont arrivées aux mêmes conclusions, l'une en 1992, l'autre en 2003 je crois. Vous les trouverez facilement sur le net en tapant cicatrisation, fibroblastes, désinfectants. J'aurais plutôt pensé que le meilleur fonctionnement du système immunitaire soit le facteur principal pour une meilleure cicatrisation. Vous avez raison, les 2 facteurs s'ajoutent. L'absence de désinfectants et le bon fonctionnement du système immunitaire. Le système immunitaire intervient pour éliminer tout ce qui gêne la cicatrisation, les cellules mortes, les poussières, les bactéries inutiles, les cellules cicatricielles provisoires et aussi les molécules étrangères provenant de l'alimentation. Il faut que rien ne perturbe son fonctionnement si l'on veut que les choses se passent au mieux. Si je comprends bien, le système immunitaire activé sur les lieux de la blessure est perturbé par les molécules étrangères provenant de la préparation culinaire en trop grand nombre, ce qui produit une inflammation exagérée à caractère pathologique. Exactement. Le travail immunologique qui devrait se manifester sous forme d'inflammation restreinte et silencieuse est suractivé par le flot constant d'antigènes alimentaires provenant des aliments présents, des aliments dénaturés présents dans l'intestin. Et cela fait des dégâts pouvant aller jusqu'à la mort. Mon arrière-grand-père est décédé suite à une simple coupure au pied, qu'on ne savait à l'époque pas encore désinfecter efficacement. Vous êtes donc quand même pour la désinfection ? Dans le contexte culinaire, évidemment. Il suffit en revanche d'interrompre ce flot d'antigènes alimentaires en passant à l'alimentation naturelle ou en jeûnant. Et immédiatement, la situation inflammatoire se normalise. Il suffit de 2 ou 3 jours pour que la douleur, l'œdème, l'érythème disparaissent. Parfois, des lavages d'intestin ou une simple diarrhée peuvent déjà améliorer la situation, simplement parce qu'il y a moins de molécules anormales qui sont apportées à travers la paroi de l'intestin. Alors, cela devrait aussi être vrai pour les autres douleurs inflammatoires comme la migraine, les courbatures, les rhumatismes. C'est bien ce qu'on constate. Cela va même beaucoup plus loin que le seul problème de la douleur. On voit des allergies et des mécanismes auto-humains se normaliser comme par enchantement. Le système immunitaire n'étant plus anormalement stimulé, il retrouve rapidement sa régulation naturelle et les choses se normalisent. Les douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, se calment en quelques semaines ou en quelques jours. D'ailleurs, la maladie s'améliore déjà simplement avec le régime que le docteur Seignalé a tiré de l'instinctothérapie, un régime semblé n'y l'est aucun de leurs dérivés. Si la polyarthrite rhumatoïde guérit avec un régime excluant simplement le blé et le lait, pourquoi préconiser un régime beaucoup plus compliqué comme l'instinctothérapie ? Exclure le blé et le lait, c'est déjà supprimer 2 causes importantes de troubles immunitaires, le gluten, le lactose, les protéines bovines. Mais c'est loin de les supprimer toutes. Il y a un nombre incalculable d'antigènes alimentaires générés par les réactions chimiques culinaires. Et il n'y a pas que les troubles immunitaires. Il faut aussi tenir compte des troubles métaboliques, c'est-à-dire de l'accumulation dans le corps de molécules toxiques, mutagènes, cancérigènes, génotoxiques, que le système immunitaire n'est pas forcément capable d'éliminer.
à quoi s'ajoutent les effets de surcharge et de carence lorsque l'équilibre nutritionnel n'est pas assuré par l'instinct. Il est tout de même possible d'assurer un bon équilibre nutritionnel avec tout ce que l'on sait aujourd'hui grâce à la diététique. Là, on nage en pleine illusion. Les besoins du corps varient constamment d'un individu à un autre et d'un moment à un autre, alors que la diététique donne des valeurs générales, des moyennes, qui n'ont rien à voir avec les besoins réels d'un organisme donné à un instant T. Ce qu'elle nous enseigne est intéressant. Elle est efficace par exemple pour régler les menus d'une cantine scolaire, mais inapplicable lorsqu'il s'agit d'apporter à un organisme particulier les nutriments et les micronutriments dont il a besoin pour effectuer des opérations spéciales comme la prévention d'une maladie, l'élimination de molécules anormales, combler une carence, compenser une prédisposition génétique, notamment lorsque ces troubles n'ont pas encore été détectés. Vous voulez dire que l'instinct soigne avant que l'on ne tombe malade? Absolument. Il tient compte des données de l'organisme bien avant qu'on puisse faire un diagnostic. Il agit à partir des données internes de l'organisme et il a ainsi beaucoup moins de raisons de se tromper qu'un médecin qui juge à partir des données extérieures. Par ailleurs, dans la pratique quotidienne, l'application concrète des règles diététiques est extrêmement fastidieuse. Il faudrait avoir une table composant et une calculette à côté de son assiette. Personne n'y arrive à long terme. Troisièmement, les nutritionnistes sont bien loin de connaître tout sur les mécanismes nutritionnels. Même la simple notion d'analyse est une vue de l'esprit. Les aliments ne peuvent pas se réduire à une somme de composantes, on ne peut pas tenir compte de toutes les substances subtiles. Et aussi parce qu'il y a d'innombrables interactions entre tous ces éléments. Manger un fruit bien vivant, ça n'a rien à voir avec le fait d'avaler un verre d'eau dans lequel vous aurez dissous une série de petits tas de différents composants auxquels l'analyse prétend le ramener. Et vous pensez que l'instinct est capable d'assurer une précision suffisante? Les sens font partie de l'organisme. Ils nous indiquent nos besoins réels en temps réel. Et mieux encore, ils savent tenir compte de tout ce que la science n'a pas encore découvert. On dit pourtant que l'homme a perdu son instinct alimentaire. Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne se trompe pas? À partir de toutes sortes d'observations convergentes. D'abord les carences qui disparaissent, la qualité de la digestion et précisément la normalisation de la tendance inflammatoire. C'est là le critère le plus immédiat et le plus précis. Aussi longtemps qu'on respecte les signaux sensoriels, toute inflammation reste asymptomatique. Et dès qu'on s'en écarte, même de quelques bouchées, en mangeant un petit peu plus que ce qu'indique l'instinct, on voit réapparaître les symptômes classiques, rougeur, douleur, œdème, infection. C'est grâce à ce phénomène de la tendance inflammatoire que j'ai pu mettre au point les règles d'application de l'instinct. Vous avez dit que vous conseillez 2 repas par jour. L'un à midi avec un choix de fruits, l'autre le soir avec protéines, puis légumes et encore éventuellement une sorte de fruit. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, pour éviter des mélanges et des réactions chimiques dans l'estomac, manger un seul aliment par repas, quitte à faire plusieurs repas dans la journée comme le préconise Dominique Guyot? J'ai essayé toutes ces méthodes, notamment dans les débuts de l'instincto. Et c'est justement le critère de la tendance inflammatoire qui m'a amené à préconiser les 2 repas. Comme vous avez pu le constater, on arrive ainsi à une absence totale d'érythème, même autour d'une blessure pareille. Et je n'ai jamais obtenu le même résultat avec un ou plusieurs repas supplémentaires, même en monodiète. Et si on a faim le matin au lever, pourquoi ne pas prendre un petit déjeuner? Là encore, l'expérience montre que c'est négatif. Ça relance immédiatement la tendance inflammatoire. Et qui plus est, lorsqu'on a trouvé l'équilibre optimal, on ne ressent aucun besoin de manger dans la matinée. Ce qu'on croit être une sensation de faim est en réalité un malaise stomacal dû à des troubles digestifs ou à un emballement de la détoxination par suite des surcharges de la veille. En fait, il existe un rythme biologique tel que la digestion du repas du soir se termine avant minuit. Et ce sont ensuite des mécanismes d'élimination des toxines qui prennent le relais. Si on mange le matin, on interrompt ces mécanismes. Et cela augmente la toxémie, c'est-à-dire la quantité de molécules nocives dans le sang.
Il faut au contraire laisser ces mécanismes faire leur travail le plus longtemps possible et ne pas manger avant midi. Le petit déjeuner constitue une sorte de cercle vicieux. Le creux à l'estomac qu'on ressent le matin est justement la sensation liée au travail de détoxination. Si l'on prend un petit déjeuner, on bloque cette détoxination au profit de la digestion. Donc on augmente la quantité de toxines à éliminer le lendemain. Le creux à l'estomac est d'autant plus fort, on le confond avec une faim irrépressible, on remange le matin et finalement on s'habitue à une situation qui est en fait pathologique, comme le montre alors l'emballement de la tendance inflammatoire. Faute de comparaison, on finit par croire que c'est l'état normal. Dominique Guyot justifie sa méthode de plusieurs monodiètes par jour en s'appuyant sur le fait que nos ancêtres étaient d'abord des cueilleurs. Ils mangeaient ce qu'ils rencontraient sur leur passage et non des collecteurs comme nous qui faisons des provisions. Les cueilleurs ne pouvaient pas manger plusieurs aliments de suite et notre génétique serait encore adaptée à plusieurs monodiètes par jour. C'est une hypothèse intéressante. Personnellement, je crois plus sûr de partir de l'observation concrète pour en déduire des règles. Cela prend effectivement beaucoup plus de temps. J'ai bien mis une dizaine ou une vingtaine d'années avant de trancher. On ne peut observer le niveau de la tendance inflammatoire que lorsqu'il y a une lésion ou une autre cause d'inflammation. Et on n'en a pas tous les jours. C'est donc une affaire de longue haleine, d'autant qu'il faut multiplier les observations si on veut tirer des conclusions solides. Je n'aurais surtout pas voulu que l'instinctothérapie devienne une doctrine, comme le sont la plupart des régimes. Partir d'un principe pour définir un régime est une chose très dangereuse, car on est loin de tout savoir. Les données de l'archéologie sont toujours sujettes à caution. Il est dangereux de faire des parallèles avec ces lointains ancêtres qui n'étaient pas du tout dans les mêmes conditions de vie que nous, ni dans le même état organique, notamment du point de vue de la pollution culinaire. Les principes qu'on peut tirer du peu qu'on sait ne sont pas forcément les bons et cela peut avoir de graves répercussions sur la santé. Mais vous partez aussi d'un principe en postulant que l'homme d'aujourd'hui serait encore adapté génétiquement à une alimentation d'avant la cuisine et l'agriculture. Alors attention de ne pas inverser les choses. Je suis parti d'un constat, celui qu'il existe de nombreuses maladies, de causes ou de mécanismes inconnus. Et j'ai posé la question de l'adaptation génétique. L'organisme humain a-t-il pu s'adapter aux changements d'alimentation survenus depuis l'éruption de la cuisine et de l'agriculture? Cette adaptation a-t-elle été nécessaire? A-t-elle eu le temps de se réaliser de manière suffisamment complète pour qu'il n'y ait rien dans la cuisine qui ait des conséquences néfastes pour la santé? Et quels sont alors ces facteurs pathogènes? L'instinctothérapie est d'abord une expérience destinée à vérifier ou infirmer l'hypothèse de l'adaptation génétique à l'alimentation originelle. Et ce faisant, de mettre en évidence les nuisances de l'alimentation ordinaire. Elle n'est devenue une thérapie que par la suite du fait que la cause de la plupart des maladies se trouve effectivement dans l'alimentation dénaturée. Ce n'est donc pas l'instinctothérapie qui guérit les maladies, mais d'abord l'arrêt des pratiques culinaires. Vous disiez quand même que l'instinct permet d'identifier les aliments importants, les substances spécifiques répondant aux besoins individuels. Il y a là forcément une action thérapeutique? Oui, même de ce point de vue, ce n'est pas l'instinct qui nous guérit, mais la suppression de sa mise en défaut par l'artifice culinaire. Au final, c'est bien la suppression de la cause culinaire des désordres, et non un artifice thérapeutique qui permet au corps de retrouver son état naturel. L'instinct se manifeste donc par le plaisir. Vous ne m'enlèverez pas l'idée que le plaisir est quelque chose de très flou, de beaucoup moins précis que les connaissances scientifiques sur lesquelles repose la diététique. L'instinct a des millions, voire des milliards d'années d'expérience. Il existe déjà chez les protozoaires, même chez les bactéries, dont nous sommes les lointains descendants. Les bactéries savent reconnaître ce qui leur est utile et s'en approcher pour le phagocyter. C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme. Cette capacité n'a pu qu'évoluer avec le temps, car tout être vivant qui serait attiré par ce qui lui est nuisible se ferait éliminer par les mécanismes de la sélection naturelle. On retrouve de ce fait un instinct
très évolué chez les animaux supérieurs. Et il s'est assorti de la sensation de plaisir, de sorte que le plaisir est finalement un indicateur extrêmement fiable de ce qui est bon ou mauvais pour la santé. La diététique, elle, n'a que 1 ou 2 siècles d'expérience, c'est peu pour rivaliser avec l'instinct. Il est quand même assez surprenant de faire du plaisir un guide vers la santé. Comparer l'équilibration diététique et l'équilibration sensorielle, c'est confondre le plan d'un palais avec le palais lui-même. Essayez d'habiter sur un plan d'architecte et comparer à ce que vous pouvez vivre dans le palais lui-même. Et je ne prends pas l'exemple du palais par hasard, c'est que le palais avec toutes ses papilles gustatives est d'une richesse incroyable. Vous pouvez y découvrir un nombre de saveurs les plus merveilleuses les unes que les autres. Ce sont justement ces plaisirs qui nous guident dans le choix des aliments. La nature est ainsi faite que plus un aliment vous convient, plus il enchante les sens. Le palais, cependant, n'est prévu que pour les saveurs naturelles avec lesquelles il s'est mis au point. C'est là qu'il fonctionne parfaitement et que donc on peut écrire l'équation plaisir égale santé. Plus on a de plaisir à l'aliment non préparé, plus il est utile à notre santé. Mais dès que l'art culinaire s'en mêle et falsifie les saveurs, les choses s'inversent. Les aliments les plus sophistiqués sont le plus souvent les plus affriolants et en même temps les plus nocifs pour la santé. On passe alors à l'équation plaisir égale maladie. Les frites, par exemple, sont affriolantes, même pour les personnes qui développent déjà de l'artériosclérose ou un infarctus. Alors que la banane devient désagréable au goût et à la consistance dès qu'on a satisfait le besoin de glucides. On passe ainsi d'un monde d'harmonie à un monde de contradiction. Dans la nature, ce qui est bon au palais est bon pour la santé, alors que dans le contexte culinaire, ce qui est bon pour le palais est le plus souvent mauvais pour l'organisme. Et le pire, pour les gourmands, c'est que le plaisir que l'on trouve à travers l'artifice n'est jamais du même niveau que les plaisirs naturels. Cela pour une raison très simple, la nature a organisé notre palais pour les saveurs naturelles. Il est fait pour fonctionner avec ces saveurs naturelles. Et c'est là qu'il fonctionne le mieux, donc qu'il procure le plus grand plaisir. Avec les artifices culinaires, on peut obtenir toutes sortes d'éblouissements des papilles gustatives, mais l'expérience montre qu'on n'arrive jamais au même niveau de plénitude, de richesse et de pureté qu'avec les jouissances naturelles. C'est un peu la même différence qu'entre les couleurs artificielles que vous trouvez chez un marchand de peinture et les couleurs merveilleuses dont on peut se délecter dans la nature. Je trouve quand même qu'une tarte aux pommes, par exemple, donne plus de plaisir qu'une pomme nature. Pour obtenir tout le plaisir qu'un aliment naturel peut procurer, il faut que 3 conditions soient réalisées. Primo, que l'aliment réponde à un vrai besoin du corps. Secundo, qu'il soit dans un état naturel, sauvage ou cultivé correctement. Tertio, que votre corps soit lui aussi dans un état de fonctionnement normal. Lorsque vous mangez une pomme dans les conditions ordinaires, primo, vous choisissez ce fruit au hasard, intellectuellement, parce qu'il est bien coloré, parce qu'on vous a dit qu'il contenait des vitamines C, ou simplement parce qu'il est à portée de main. Mais jamais en interrogeant vos sens pour savoir si c'est bien la pomme qui convient le mieux à vos besoins. Secundo, votre organisme est l'objet d'une pollution culinaire, donc de désordre métabolique et de surcharge nutritionnelle qui l'empêche d'exprimer ses attractions et ses satisfactions par un niveau de jouissance olfactive et gustative normal. Et tertio, les pommes que vous trouvez sur le marché, même les pommes bio, ne sont le plus souvent pas cultivées selon des règles naturelles. Elles n'ont pas les saveurs qu'elles devraient avoir. On utilise par exemple des engrais dénaturés par la chaleur, de sorte qu'il y a déjà une pollution moléculaire dans le fruit. Pour ces 3 raisons, vous ne ressentez pas ce que vous devriez ressentir dans les conditions naturelles. Et vous pouvez même difficilement vous représenter ce que serait la véritable saveur d'une pomme. En réalité, elle vous paraîtrait de loin meilleure que la meilleure tarte aux pommes. C'est affolant tout ce que vous dites là. Avec la cuisine, nous serions alors tombés dans un véritable piège. La recherche des saveurs culinaires fait que nous ne sommes plus capables d'éprouver les saveurs naturelles avec le plaisir normal, ce qui nous pousse à chercher toujours plus du côté des saveurs culinaires
et en même temps à nous rendre de plus en plus malades. C'est en effet un infernal cercle vicieux qui nous prive de la transcendance des saveurs naturelles et nous rend dépendants d'une course sans fin à la nouvelle recette, celle qui nous rendra les plaisirs perdus. Et nous condamne du même coup à une liste de maladies qui ne cesse de s'allonger. On trouve dans les aliments les plus sophistiqués de plus en plus de molécules toxiques. Plus on dénature les aliments, plus on aggrave la pollution culinaire et qui génère des maladies de plus en plus graves et de plus en plus nombreuses. La cuisine a sans doute été le plus grand piège dans lequel soit tombée l'humanité. De plus, personne n'en est vraiment conscient, de sorte que le processus ne peut que s'aggraver, plus que jamais avec l'industrialisation. Cancer, maladies cardiovasculaires, Alzheimer, diabète, obésité, tout cela ne fait que se multiplier. C'est pour cette raison que je crois utile de faire savoir comment fonctionne l'organisme dans des conditions alimentaires naturelles. Cicatrisation, inflammation, douleur, œdème, ce sont d'excellents indicateurs de l'état de santé général. Vous disiez n'avoir ressenti aucune douleur. Comment pouvez-vous l'expliquer? Il faut distinguer deux types de douleurs. D'une part, la douleur qui survient sur le moment de la lésion. D'autre part, la douleur inflammatoire liée au mécanisme de l'inflammation. La première est un signal qui parle de récepteurs spécifiques disséminés dans les tissus pour aller avertir le cerveau qu'il y a une sollicitation excessive ou une lésion locale. Et alors le fonctionnement du cerveau va déterminer l'intensité de la douleur. Il est bien connu que l'angoisse, le stress ou l'attention qu'on lui porte augmentent la sensation de douleur. Une hypnose bien dirigée peut même la faire disparaître presque complètement. Or, le fonctionnement du cerveau dépend lui aussi de l'alimentation. Les différents excitants qu'on absorbe à travers l'alimentation traditionnelle excitent les centres cérébraux et font que la douleur immédiate est nettement plus forte avec une alimentation culinaire qu'avec une alimentation naturelle. On constate par exemple dans le yoga qu'on se centre beaucoup plus facilement sur le plexus solaire. Et quand on fait cela, toute douleur se réduit spontanément à un signal de danger. Bien moins intense que ce qu'on connaît d'ordinaire. Or, avec une alimentation naturelle, on se centre beaucoup plus facilement sur le plexus solaire. On peut même dire qu'il devient le centre de la conscience normale, de sorte que la perception habituelle de la douleur se réduit simplement à un signal de danger. Quant à la douleur inflammatoire, qui provoque généralement le plus de problèmes, elle retrouve sa régulation naturelle du fait que le système immunitaire n'est plus perturbé par la pollution culinaire. L'inflammation reste quasiment asymptomatique et totalement indolore. On voit très bien sur les photos successives de la cicatrice qu'il n'y a pas la moindre rougeur au-delà de la cicatrice elle-même. Le travail du système immunitaire reste parfaitement localisé, sans le moindre emballement ni extension inutile, malgré la présence de toutes les matières mortes qui étaient encore dans la plaie. Sait-on quels sont les mécanismes qui font que l'inflammation peut devenir douloureuse et qui donc ne seraient pas mise en œuvre avec une alimentation naturelle? La science est muette à ce sujet. Les mécanismes physiologiques de la douleur eux-mêmes sont bien connus, mais on ne sait quasiment rien sur leur rapport avec l'alimentation. Une première voie d'explication passe par l'œdème. Lorsque les tissus se dilatent excessivement, une pression anormale s'exerce sur les nocicepteurs chargés de signaler les lésions. Et ils envoient alors un signal de douleur. Ce signal n'existe pas sous instincto vu que l'œdème n'existe pas. Mais pourquoi aussi moins d'œdème avec une alimentation naturelle? L'œdème est un gonflement programmé des tissus destiné principalement à faciliter la diapédèse, c'est-à-dire le passage des globules blancs des vaisseaux sanguins vers les tissus. Les macrophages peuvent ainsi aller chercher les matières indésirables et nettoyer les tissus, par exemple à l'intérieur d'une plaie en voie de cicatrisation. Sous l'effet de la pollution culinaire, il y a des molécules étrangères partout, de sorte que le gonflement mis en œuvre s'étend au-delà de la lésion et prend des proportions pathologiques. Il finit même par gêner la cicatrisation et par solliciter les nocicepteurs qui envoient alors au cerveau des signaux de douleur. L'expérience montre, comme vous pouvez le voir sur ces photos, qu'il n'y a normalement aucun œdème, même lors d'une lésion très importante. Hors pollution culinaire, le processus est parfaitement régulé
limitée aux zones lésées elles-mêmes. Mais un autre mécanisme peut intervenir dû à l'exacerbation du système immunitaire. Normalement, les globules blancs ne font que repérer et évacuer les cellules et les molécules indésirables. Mais sous l'effet de la pollution culinaire, le système immunitaire est hyper stimulé et en plus, les cellules normales peuvent être marquées par des molécules anormales. De sorte que le système immunitaire va prendre ces cellules pour étrangères et les attaque par erreur. Ainsi, si les nocicepteurs sont eux-mêmes attaqués, ils émettent bien sûr des signaux de douleur que le cerveau, sous l'effet de la même pollution culinaire, va encore amplifier exagérément. Et l'on ressent des douleurs insupportables là où on ne devrait rien sentir du tout. Vous proposez là une théorie auto-immune de la douleur. Et qu'en pensent les spécialistes ? Les spécialistes n'ont aucune raison même d'y penser, vu que la pollution culinaire ne figure pas dans leur arsenal théorique. À entendre vos arguments, en invoquant la cuisine, on serait passé d'un paradis original d'harmonie et de santé parfaite à un enfer de frustration gastronomique, de plaisir conflictuel, de maladie et de souffrance. L'humanité est lui-même entrée dans un état d'accoutumance universelle, de telle sorte qu'elle n'arrive même plus à voir elle-même l'état dans lequel elle se trouve. L'instinct alimentaire, qui était à l'origine un promoteur de vie, de plaisir, de santé, est devenu, à travers l'artifice culinaire et agricole, un démon de gourmandise, de souffrance, de mort, sans compter les conséquences écologiques catastrophiques que tout cela peut entraîner. Je doute que l'humanité puisse changer bien vite ses habitudes alimentaires. Il est vrai que ce n'est pas facile, mais il me paraît nécessaire que chacun ait au moins le droit d'agir pour lui-même et d'échapper aux menaces que l'alimentation fait peser sur sa propre santé. Chacun a le droit d'être informé. Malgré tout ce que vous me dites là, je reste sceptique à l'idée que les bactéries pourraient être utiles lors d'un processus de cicatrisation. Il me semble qu'elles ne peuvent que perturber et amener des complications. Lorsque l'on découvrait, après Pasteur, que l'intestin fourmille de bactéries, la première réaction a été de tenter de s'en débarrasser. Les chercheurs ont alors tenté d'élever des animaux axéniques exempts de bactéries intestinales. Il a fallu prendre toutes sortes de précautions. Par exemple, extraire les petits par césarienne pour éviter tout contact avec les organes génitaux de la mère. Puis ensuite, il fallait les nourrir avec des aliments stériles. Et tous ces efforts ont débouché sur des animaux fragiles, aux parois intestinales anormalement amincies, incapables de résister aux maladies et mourant beaucoup plus jeunes. L'idée a vite été abandonnée et on s'est rendu compte de l'importance du microbiome intestinal. Autrefois, on parlait de flore intestinale. Puis, on s'est aperçu que pratiquement tous les organes en contact avec le milieu disposent de leur propre microbiome, donc de familles de bactéries utiles pour assurer toutes sortes de fonctions. Pourquoi n'en serait-il pas de même au cours d'une cicatrisation ? Le corps peut disposer par bactéries interposées d'enzymes dont il ne dispose pas directement, et ces enzymes spécifiques peuvent être utiles lors de processus de cicatrisation, par exemple pour digérer des déchets de tissu ou des globules blancs morts pour combat. C'est sans doute la fonction du streptocoque pyogène, connu pour former du pus, qui est justement un moyen d'évacuer des matières anormales. Avec une alimentation naturelle régulée par l'instinct, tous ces mécanismes se normalisent et l'on peut reprendre confiance dans la nature. Vous pouvez voir aujourd'hui que ma blessure est parfaitement cicatrisée. Il reste de toutes petites croûtes locales dues à l'évacuation des cellules inutiles, notamment des cellules cicatricielles, dont le rôle était de remplir le vide au début de la cicatrisation pour rapprocher les lèvres et reconstituer les tissus locaux, et qui n'ont ensuite plus aucune utilité. Avez-vous prévu quelque chose, ou des cours ou des stages pour rendre ce changement de régime possible ? Le devoir d'informer est une chose, et donner la possibilité en est une autre. Oui, je crois que le mieux est de commencer par lire mon premier bouquin, Manger vrai, qui résume l'ensemble, l'expérience et de la théorie. Il est très important de consolider la pratique avec un cadre théorique, scientifique, aussi bien pour résister aux forces d'entraînement de l'entourage que pour interpréter les phénomènes que l'on peut observer. Combien coûte ce livre et où le trouve-t-on ? Vous tapez culture-nature.eu et vous allez dans Livres. Il vous coûtera 25 €.
Mais si vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, je vous enverrai le fichier PDF. Vous pouvez me contacter sur Culture Nature. Oui, j'ai vu qu'on y trouve aussi Mangeons Nature avec des cours et des stages donnés par Bernard Mercier, l'un des plus anciens instinctos après vous. Et aussi l'un des plus expérimentés. Oui. Je suis pour ma part installé maintenant au Portugal et dispose d'un merveilleux terrain dans l'une des plus belles régions de l'Algarve où poussent de nombreux fruits exotiques. Et pour ceux qui veulent remonter aux sources, j'y organise des séminaires et des séjours de santé. Le terrain est même bordé d'un lac aux eaux très pures et bleues, tempérées, qu'on peut même boire. Et c'est un plaisir de s'y baigner. C'est très important de pouvoir contacter l'élément liquide. De plus, on organisera des sports nautiques, planche à voile, aviron, natation et pédalo pour les aînés. Le lac fait 6 km de long avec de très jolis coins à explorer. Mais l'attraction principale sera la forêt fruitière progénétique que nous développons. Une expérience à la pointe de la permaculture avec tout le plaisir pédagogique de manger des fruits sur l'arbre. À la pointe de la permaculture, c'est-à-dire ? Je tiens absolument à expérimenter cette fois sur une plus large échelle la culture bio-originelle. J'entends par là une culture biologique qui évite non seulement les molécules chimiques de synthèse, mais également les molécules dénaturées par la chaleur, comme on en trouve malheureusement dans les engrais biologiques. Vous voulez dire que la pollution culinaire s'étend jusque dans les terres cultivées ? Depuis des siècles, des millénaires, les hommes rendent à la terre leurs excréments pollués par la cuisine, d'où une pollution culinaire non négligeable dans les sols, même si personne ne semble y avoir pensé. De plus, la plupart des engrais sont traités par la chaleur lors de leur préparation industrielle. Toutes les molécules non dégradables s'accumulent dans l'humus, puis passent dans les plantes et perturbent leur mécanisme biologique, d'où des valeurs nutritionnelles et des saveurs décevantes. Plusieurs expériences ont déjà confirmé ce phénomène. Je tiens à l'expérimenter maintenant de manière plus systématique. Vous pouvez trouver de la documentation à ce sujet sur le site www.humanecodegenetics.com. Vous avez décidément plus d'une corde à votre arc. À propos, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre découverte, soi-disant révolutionnaire, en matière d'amour et de sexualité ? Je m'étonne quand même qu'il y ait un rapport entre l'alimentation et le fonctionnement sexuel. Il existe là, au contraire, des rapports très étroits et importants encore inconnus. Vu que personne n'a pu expérimenter une alimentation originelle, on ne sait pas, par exemple, qu'en donnant aux jeunes enfants des aliments transformés, on les empêche d'apprendre que les saveurs naturelles varient systématiquement en fonction des besoins du corps. Ils apprennent au contraire que le plaisir doit normalement obéir à leur désir. Le même phénomène se transpose dans d'autres domaines et amène à un surinvestissement dans les représentations que l'on se fait de la réalité. Et en même temps, une déception constante de ne pas voir les désirs se réaliser. Cette tendance interfère plus tard avec les pulsions amoureuses, induisant un niveau de souffrance et de récrimination exagéré parce qu'elles ne se réalisent pas comme on l'espère. D'où une conflictualisation des situations relationnelles et aussi une difficulté à vivre les subtilités de ce que Platon appelle l'éros uranien. Une origine culinaire de la paranoïa, voilà qui est plutôt inédit. À quoi l'attribue-t-on en psychopathologie ? Je n'ai jamais vu de théorie claire sur l'origine de la paranoïa. On ne tient pas compte non plus en psychopathologie de l'excitation anormale du système nerveux central sous l'influence des excitants alimentaires. Sauf pour le gluten dont on a reconnu l'action dans l'hyperactivité. Mais personne n'a étudié par exemple le basculement dans le délire à partir des excitants alimentaires, ni l'influence de cette excitation sur les pulsions amoureuses, ni sur le comportement sexuel. Or, l'expérience de l'alimentation originelle montre que les pulsions sexuelles changent de nature. Le besoin d'exonération disparaît, il n'y a plus de hâte sexuelle et les pulsions se mettent au service de l'amour ou plus précisément au service de la magie amoureuse. Celle-ci est par nature partagée par les deux partenaires car elle indique la présence de l'énergie métapsychique qui est en passe de s'échanger et d'alimenter les facultés extrasensorielles. La réunion des corps ressemble alors plus à un acte de méditation, d'ouverture à la transcendance, de quelque chose de divin qu'on retrouve dans l'acte sexuel. C'est aussi ce qu'enseigne le tantrisme. On dit que la méditation tantrique permet de développer l'extrasensoriel, mais en fait c'est plutôt ce que promet la méditation tantrique. Elle nécessite des années d'efforts de méditation pour arriver à quelque chose.
que le tantrisme ignore, c'est que l'alimentation sème la pagaille dans les pulsions physiques sous l'effet des désordres du système nerveux dû à la pollution culinaire. Le merveilleux édifice instinctif dont nous disposions s'est complètement transformé sous cet effet, tout à fait aux antipodes de la fonction de bonheur, d'ouverture aux valeurs supérieures et d'évolution spirituelle qu'il était à l'origine. Dans le contexte alimentaire originel, on redécouvre que l'amour était la voie naturelle vers les valeurs extrasensorielles et spirituelles. Et cette voie est beaucoup plus efficace que la voie plus artificielle des méditations qui mettent inévitablement en jeu des modalités intellectuelles. Poursuivre un but à travers une technique invoque l'ego, alors qu'obéir aux lois naturelles est une garantie d'humilité. C'est à propos de ces recherches-là que les médias et la justice vous ont fait toutes sortes d'ennuis il y a une vingtaine d'années? La redécouverte des rapports entre amour et extrasensoriel est l'un des points sensibles les plus importants pour l'avenir de notre société, à ce que je crois. Mais une chose comme celle-là bouscule complètement le paradigme existant dans tous les domaines, scientifiques, relationnels, sociétal, philosophiques, psychanalytiques, même gastronomiques, judiciaires. D'où toutes sortes de malentendus et de réactions viscérales qui peuvent amener de graves ennuis. Mais j'étais conscient de ce risque et il fallait bien le prendre pour que des idées nouvelles puissent se développer et peut-être s'imposer. L'avenir tranchera. Comptez-vous aussi donner des séminaires sur ce sujet? Je crois que les séminaires sont le meilleur moyen de transmettre ce genre de notions grâce au contact personnel et aussi avec des personnes qui ont pu débloquer l'extrasensoriel. Et il faut vraiment voir tout cela de ses propres yeux pour se rendre compte à quel point cela change l'existence. Lire des ouvrages comme je les ai écrits sur la psychanalyse ou sur le jardin des délices de Jérôme Bosch, qui enseigne d'ailleurs exactement la même chose. C'est une excellente base, mais les séminaires permettent de poser des questions, de sentir les nuances d'un discours, d'en retirer des éléments qui permettent ensuite de faire le travail intérieur nécessaire. Un changement de paradigme comme celui-ci met en jeu toutes sortes de concepts difficiles à saisir, qui sont autant d'éléments occultés dans notre culture comme l'origine alimentaire de la paranoïa, le fonctionnement métapsychique de la sexualité, le rôle de l'homosexualité, la place du coït, aussi le rôle du paranormal, son rôle dans la vie spirituelle, la remise en question fondamentale de la morale et de la religion. Où peut-on trouver les ouvrages dont vous parlez sur le jardin des délices de Jérôme Bosch et sur la métapsychanalyse? Sur le site Culture Nature, vous y trouverez aussi toute une série d'articles dans le blog sur les changements de paradigme en question. À vous entendre, le sujet me paraît passionnant et même d'une importance capitale. Nous pourrions en reparler lors d'une prochaine interview. Si YouTube le veut. Espérons que les dieux nous seront favorables. Les nouveaux dieux du lait, en l'occurrence.